bonjour. Bienvenue ici sur notre toute petite cuisine, mais où on va faire de grandes choses aujourd'hui avec vous. Vous êtes physico-chimiste et maître de conférence à la faculté d'Orsay. Vous êtes chercheur au CNRS et vous travaillez au Food Lab aux côtés de Thierry Marx, qui aurait dû être avec nous ce matin, mais Il y a un petit problème d'agenda, voilà, on va dire. visiblement, Ouais. les agendas se sont télescopés. Mais on s'était mis d'accord sur toutes les présentations qu'on allait vous faire exactement. C'est parfait. Voilà. Alors justement, Raphaël, qu'allez-vous nous montrer aujourd'hui? On va vous montrer de très nombreuses choses. On est sur un salon d'innovation culinaire. C'est l'occasion de vous montrer des objets qui sont encore uniques, jamais vus. Alors on ne va pas tout dévoiler d'un coup, mais par exemple, vous avez des fruits et des légumes qui sont complètement déshydratés, mais en préservant toutes les vitamines, tous les nutriments, en préservant la forme, quasiment la couleur aussi. Donc ça, c'est vraiment des choses innovantes. Des confitures instantanées, des mousses de fruits. Enfin, on va rigoler un petit peu aussi. Génial. La canette peut-être de demain. Donc voilà, on va rentrer un peu dans le détail au fur et à mesure. Bon, j'adore, on va apprendre plein de trucs avec vous. Ouais. On commence par quoi? Parce que la palette est large. Alors on commence par se poser des questions un peu sur pourquoi la cuisine moléculaire, qu'est-ce qu'on fait à Orsay. Vous avez parlé de Food Lab, en fait c'est le Centre français d'innovation culinaire. Donc on a monté à la faculté des sciences un centre de recherche de développement, un centre de recherche fondamentale aussi sur la cuisine. La chaire universitaire, c'est quelle sera la cuisine de demain. Donc quel sera le yaourt de demain pour son travail avec Danone, quels seront les ustensiles de demain pour son travail avec Chaumette et ECF, etc. etc. Donc c'est vraiment une réflexion, un cerveau collectif sur réfléchir à une cuisine différente. Alors je suis chimiste, je vais vous faire un petit peu de bricole de cuisine, mais ça normalement c'était Thierry. Mais l'idée, c'est de vous montrer que, même si je suis chimiste, vous voyez, sur la table, il n'y a pas de produit chimique. La cuisine moléculaire qu'on défend, nous, c'est essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans un produit, quelles sont les molécules. Il y a des molécules partout. Donc ça, il n'y a pas de la cuisine moléculaire et de la cuisine traditionnelle. Ça, c'est faux. Tout est moléculaire. Même la blanquette de Mémé, si vous voulez, il y a plein de molécules dedans. Donc... Et Mémé elle-même est moléculaire. Et Mémé elle-même, voilà, il ne faut pas lui dire, parce que, voilà. Mais l'idée, c'est de comprendre ce qui se passe quand on cuisine. C'est vraiment la démarche. Alors, j'avais une petite image, là, j'ai envoyé des slides avant de venir. J'ai rencontré Thierry là-dessus, sur une mousse ça c'est une mousse de pamplemousse. D'accord. Vous voyez? Donc ça. Voilà. Qu'est-ce que veut un grand chef? Ils en parlaient tout à l'heure bien mieux que moi. Il veut procurer de l'émotion au client. Ah oui, ça c'est sûr. Procurer de l'émotion, ça veut dire jouer sur les sensations organoleptiques, le croustillant, le moelleux, le fondant, le tendre. Voilà, et jouer sur l'essence, l'acidité, tout ça. Mais pour ça, par exemple, il s'était dit, moi je veux une mousse de pamplemousse, mais quand je croque, je veux une explosion de pamplemousse. Il faut vraiment que ça explose en bouche. Alors vous dites, ok, mais alors comment on fait les recettes traditionnelles? C'est quoi? On va prendre une crème anglaise, on va la coller à la gélatine, on va partir sur une bavaroise, quoi, en gros. On va mettre après notre jus de pamplemousse, ou alors on dit, bah tiens, je vais faire une chantilly, puis je vais un peu l'aromatiser. On se dit, mais là, on est en train de s'éloigner du produit de plus en plus. Donc l'idée, c'est de se dire, revenons aux bases, qu'est-ce qu'une mousse? Donc on regarde au microscope une mousse, vous voyez, c'est là, en fait, c'est là qu'un physico-chimiste peut intervenir, puisque le chef veut jouer sur les textures, mais qui dit texture dit structure. Et donc une mousse au microscope, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des bulles de gaz, mais là c'est le liquide qui est justement très parfumé, c'est lui qui va aromatiser et qui va donner toutes les saveurs. Et là vous avez une mousse qui contient 99,5% de jus de pamplemousse. Il y a juste 0,5% d'agent magique. Alors c'est quoi cet agent magique? C'est un gélifiant naturel, l'agar-agar, donc il n'y a rien qui va permettre de souder entre guillemets ces mousses. Et donc cette espèce de mousse de bain va figer. Mais quand je mange, j'ai que du pamplemousse en bouche. Et là, c'est une vraie explosion. Donc on s'est rapproché du produit. Voilà, c'est ça la cuisine moléculaire. Voilà. C'est-à-dire, ok, je veux une mousse, c'est quoi une mousse? On prend un petit peu le temps de comprendre et après, ça marche bien. On va passer à un exemple concret. Vous aimez le chocolat? Demandez donc à un aveugle s'il veut y voir. Comment fait-on une mousse au chocolat? On prend du chocolat, du beurre, des œufs. Alors on met du chocolat à fondre au bain-marie. Exactement, on rajoute du beurre éventuellement. À côté, on monte les blancs-neiges. Oui, monsieur. Ils servent à quoi les blancs-neiges? Justement à faire cette mousse, en fait. Qu'est-ce qu'on fait des jaunes? Dans les recettes, je pense que quand vous regardez les livres de cuisine, finalement, les jaunes, comme ils servaient à rien, on les remet dans le chocolat. Alors on fait blanchir. Ça, c'est le grand fantasme des pâtissiers, faire blanchir. Alors des fois, ça a un sens, puis des fois, ça n'a pas de sens. Mais bon, donc là, ça a un sens parce qu'on va incorporer des petites bulles de gaz. Donc on fait blanchir les jaunes et le sucre, on rajoute ce chocolat fondu avec le beurre, là on est à 5000 calories, et puis après on va mettre ce blanc en neige. Et c'est là qu'on se dit, soit je suis un bon cuisinier, soit je suis un mauvais, parce que soit j'arrive bien à mélanger, soit j'y arrive pas. Bon. Avec la maryse. Alors on dit par exemple, moi je suis allergique au blanc en neige, au blanc d'œuf, allergique à l'albumine. Est-ce qu'on peut manger une mousse au chocolat? On va dire, pour vous ce sera la tarte citron, et puis pas meringuée, donc c'est la double punition, quoi. Et
on se dit aussi, quand vous parlez avec un grand chef, lui il veut vous faire découvrir ce grand cru Venezuela, 75%, ou cette maison du chocolat bien particulière et tout. Pourquoi rajouter du beurre, du sucre, du jaune d'œuf? Tout ça, on va diluer les saveurs. Ouais. Et on va s'éloigner du produit. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on veut en cuisine quand vous parlez avec Thierry Marx? Il veut se rapprocher du produit. Enlever tout ce qui est superflu. Superflu. Et donc, on regarde justement dans le superflu, on se dit, OK, bah alors c'est quoi une mousse au chocolat? J'ai mis du chocolat, donc c'est du beurre de cacao. J'ai mis du blanc d'œuf, etc. C'est de l'eau. Donc, du gras, de l'eau, et puis j'ai mis de l'air. Bah alors, vu par un physico-chimiste, la mousse au chocolat est tout de suite moins gourmande. Mais on va y arriver. Donc, dès que j'ai de l'eau, du gras et de l'air, Ouais. j'ai une texture mousse au chocolat. Ouais. Bon, alors on va le prouver. Alors, finalement, on se dit, chocolat, c'est déjà bien gras, je mets ça dans une casserole. Vous pouvez prendre les notes. Hein, Pas besoin de 150. rajouter du beurre. C'est ce Non. que vous êtes en train de dire. Voilà, entre Ok. autres. Mais là, on va faire une mousse au chocolat sans œufs, Ouais. sans sucre, Ouais. sans beurre. Oui. Mais avec du chocolat. Il reste, Rassurez-moi. il reste que le chocolat. Ah. Du chocolat et de l'eau. Parfait. Pourquoi du chocolat et de l'eau? Du chocolat dans une casserole, de l'eau Oui. minérale. Oui. Donc là, quand vous parlez à un chocolatier, les puristes, là, ils ne vont pas être justement la telle amertume, on va tout préserver. Ok. On met à fondre dans une casserole, typiquement moitié-moitié, hein, si vous voulez une recette, et on va faire ce qu'on appelle une émulsion. D'accord? Ok. Comme une mayonnaise. Oui. Du gras dispersé dans de l'eau. Ok. On met dans un siphon. Ça quand même, ça remplace les blancs en neige. 2 cartouches de gaz, Ouais. et on laisse refroidir. Le chocolat va cristalliser, et on a une émulsion avec des bulles de gaz. On a donc une émulsion mousseuse. C'est la définition de notre mousse au chocolat. Tout simplement. Tout simplement. Elle est belle en plus. Et là, Magnifique. on va la goûter même. Ah bah oui. Chouette. C'est la bonne place. Alors, Elle est vous magnifique. pouvez regarder ces petites bulles de gaz, ça tient, ça retombe pas, et c'est Oh là là. que du chocolat en bouche. Donc Ah, là, on va pas elle citer a la un petit marque, goût mais de Reviosi. Si, c'est Valrhona, non? presque. Presque. Bah oui. Mais vous voyez, on n'a que le goût justement de ce chocolat C'est magnifique. très particulier. C'est très léger, c'est frais pour C'est le très coup. léger, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de sucre. On a compté, hein. On a presque 10 fois moins de calories. C'est génial. Voilà. Et on n'est que sur le chocolat. Ah ouais. On va Donc peut-être voilà faire un petit passer, peu. si vous voulez le On va oui. prendre 2-3 témoins. Mais voyez comment ça tient, comment c'est simple aussi. On nous dit à la cuisine y a moléculaire, c'est rien à archi faire. compliqué, etc. Il faut plein d'ustensiles. Oui, Mais il faut surtout, au-delà des ustensiles, il faut quelques connaissances. oui. Il n'y a pas besoin d'être docteur en sciences pour faire une mousse au chocolat, on Ouais, est ouais, d'accord. ouais, ouais, ouais. Mais on prend le temps d'expliquer un petit peu ce que c'est qu'une mayonnaise, pourquoi ça rate, pourquoi Oui. ça marche, pourquoi les blancs en neige y retombent. Est-ce que vraiment si je tourne en 8, ça marche mieux que si je tourne en rond? Parce Que la on petite- en est là des fois. hein. Oui, que la petite pincée de sel pour faire monter les blancs ne Voilà, sert à où on rien. se dit tiens, pour pas que ça retombe, quelle est l'astuce pour pas que l'œuf éclate? Par exemple, si vous faites des œufs durs, je sais pas si vous avez des astuces d'ailleurs pour pas, Du pour pas que ça éclate. vinaigre. Du vinaigre, du sel, du On a machin, tout je démarre à entendu, chaud, hein. je démarre à froid, voilà. Et nous, en laboratoire, on passe notre temps à regarder. Alors, il paraît qu'on tester. démarre à chaud, on démarre à froid, on regarde machin, et on teste, et Ouais. on teste, et on teste. Et on se dit finalement quel est l'essentiel du Bon, produit. alors la vérité, c'est quoi pour les œufs? On démarre à froid? Bon, on s'en fiche. On s'en fout? C'est Voilà, vrai? mais surtout ne pas dépasser, ne pas atteindre 100 degrés. D'accord. À 100 degrés, l'eau s'évapore, ça monte en pression sous la coquille et ça explose. Ok. Voilà. Parfait. Donc le sel, le vinaigre, ça ne sert à rien. Vous À pouvez rien. arrêter de faire ça, ça sert à rien. Voilà. Mais vous voyez, donc il y a des choses qui servent, il y a des choses qui ne C'est servent génial. pas, mais on essaye de rationaliser un peu. Ouais. Rationaliser. Et vous, Raphaël, quand Ouais. vous cuisinez chez Ouais. vous, est-ce qu'il y a des choses que vous avez complètement bannies justement? Si vous cuisinez un peu. Ah, je cuisine beaucoup, beaucoup. Bon. beaucoup, Alors, est-ce qu'il y a ouais, des choses ouais. que vous ne faites plus Mais du justement, tout? dès que je lis une recette, j'essaye de me poser la question, je dis, on m'a dit de faire ça petit 1 puis petit Oui. 2, mais est-ce que si je fais quoi 2 ça et puis 1, sert? est-ce que c'est vraiment pareil quoi? Ouais, ouais, ouais. Donc on fait des tests et puis on regarde. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Mais ça, c'est Escoffier. Oui, c'est vrai. Escoffier, C'est les bases de 1907. notre cuisine. Bah oui. La cuisine, sans cesser d'être un art, deviendra scientifique. C'est lui qui a dit ça. Ouais. Et on devra rationaliser les gestes. Voilà. Eh Donc ben, on est en voilà, plein dedans. aujourd'hui, il y a des connaissances, il y a des outils, il y a des laboratoires pour rationaliser. Mais c'est pour ça qu'il faut travailler avec un chef pour toujours garder ce côté gourmand, gourmandise et plaisir. Oui, Voilà. tout à fait. Alors, on avait des petites choses encore, on a plein de petites choses à faire autour, notamment du bien meilleur. J'ai écouté tout à l'heure ce que vous disiez à propos des déchets, des gaspillages, des choses comme ça, de l'éducation des jeunes. Ça, c'est un programme qu'on a à la fac d'Orsay. Je ne sais pas si s'il y a moyen de remettre le petit slide, mais bon, on va s'y retrouver. Le slide On a- de la mousse. Voilà, c'est ça. Ok. On a développé un programme avec Thierry Marx à la fac des sciences. On a créé un potager qu'on a appelé exprès potager moléculaire. Donc on a planté des carottes, des poireaux, des trucs comme ça. On accueille des classes pendant une journée, CM2 à la 5e. Et on va finalement les réapprovisionner.
on va essayer de regarder, de se dire, une carotte, pourquoi t'aimes ça, pourquoi t'aimes pas ça, les poireaux, les machins comme ça. Donc là, voilà une ratatouille. Si vous dites aux enfants, est-ce que vous voulez de la ratatouille? Non. Ah, c'est pas beau, c'est la louche, machin, ça me plaît pas. Là, Ah bah une là, ratatouille là. un peu retravaillée, mais Ah oui. que encore naturelle, quoi. Ouais. On n'est que sur le produit. Et donc, c'est en comprenant un peu mieux ce qui se passe qu'on arrive à faire des gels, un peu de trucs. Là, par exemple, on va faire une confiture instantanée. Ok. Comment on fait une confiture d'habitude? Moitié sucre, moitié fruits, typiquement. Donc là encore, il y a plein de sucre. On se dit, est-ce qu'il y a vraiment besoin de se manger 55% de sucre pour avoir la dénomination confiture? Je pense qu'on peut faire autre chose. Alors, vous parliez tout à l'heure déchets. Oui. Si vous donnez ça, souvent les gens ils vont jeter les parties blanches ici. Ah bah oui. C'est de l'amertume, machin, tu balances. Alors Ouais. on lève les suprêmes, c'est joli un suprême. Ouais. Mais toutes les peaux, on les jette. Oui. Alors, vrai. ici déjà, il y a des huiles essentielles. C'est dommage de les jeter. Alors après, ils vont les acheter. Il y a des fournisseurs là-bas, je ne vais pas les nommer, ils vendent des huiles essentielles. Allez dans vos poubelles et relevez vous-même vos huiles essentielles. Ça coûtera moins cher et ce sera peut-être meilleur. On a une innovation, hein, Syrah, qui permet de le faire. Je crois que j'ai vu ça. Ouais, bah oui, pour extraire soi-même. Tout à fait. C'est très connu en chimie, c'est l'hydrodistillation, c'est Voilà. les parfums de grâce, c'est tout ça, Oui. c'est très connu. Donc autant l'appliquer en cuisine. Oui. Donc ça, c'est déjà dommage. Ensuite, les parties blanches, c'est très très riche en pectine. La pectine, c'est le gélifiant naturel des fruits et des légumes. Alors, on se dit, pourquoi rajouter de la pectine comme ça dans nos confitures, sachant qu'il y en a naturellement dans ces trucs-là. Donc on a pris justement, là on a pris un citron jaune, et on l'a cuit dans son intégralité. Ok. Justement en utilisant un peu une machine dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qui permet de récupérer toutes les saveurs, etc. Si on sent, Ah oui, ça sent le citron frais. Oui, absolument. Or il a cuit 6 heures. Oui, alors justement, je reviens. Ouais. On a mis le citron dans l'eau complètement. Alors on a mis Comment on l'a cuit jus de citron. exactement? Non, on a pris un citron comme ça. Ouais. On l'a explosé à 10 000 tours minute, Oui. avec un mixeur un peu violent, on va dire. Ouais. Un petit peu d'eau minérale si on a envie. Et on le cuit comme ça, à l'étouffée. Ah C'est-à-dire, oui, si d'accord. ça sent bon chez vous, quand vous cuisinez, ça sent bon généralement. On Oui. dit, ah, ça sent bon chez toi. Moi, ça me fait peur, ça. Parce qu'on se dit, toutes les molécules qui sentaient bon, Ah oui, ils sont partis. ce qu'on appelle les notes de tête en parfumerie, elles sont parties dans l'air. Ah ouais. Donc jamais on les mangera, celles-là. C'est dommage. Donc on les récupère et on les fait tomber dans la casserole. C'est pour ça que là, on a une D'accord. fraîcheur de citron, Ah oui, c'est vrai. alors qu'il a cuit 6 heures. Mais par contre, on a modifié la texture. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va prendre... Donc on voit encore quelques petits zestes. Mhm. Voilà. Donc c'est liquide. Oui, un peu de liquide. Ça ne contient que le sucre du fruit. Oui, Ici, vous avez de l'eau riche en calcium. Je ne vais d'accord. pas citer de marque, mais bon. Voilà. Pourquoi riche en calcium? Alors riche en calcium parce que le fait d'avoir cuit très longtemps cette pectine va la transformer un peu et elle va être sensible au calcium. Sensible et elle va pouvoir gélifier. Ah ouais. Alors démonstration. Là, on est en train de faire de la confiture, là? Bon, on va voir. On ne croirait pas comme ça. Hein. Mais c'est vrai. On va remettre un peu de calcium. C'est Et dingue. vous voyez, une prise en gelée, Instantané. une marmelade instantanée. C'est dingue. Sans sucre, sans rien. Sans sucre, Sans ajout. mais de rien avec... du tout. Alors vous voyez, ça se tient. C'est tartinable, mais c'est tendre. On n'est pas sur des gelées un peu type agar-agar ou alginate, enfin des trucs un peu caoutchouteux. Oui. Là, on est vraiment sur que du citron. Voilà, comment la chimie, encore mieux comprendre ce que c'est qu'un citron, permet de faire des textures complètement innovantes. Alors il y a à la fois de la mise en scène en cuisine, ça après c'est le travail de Thierry Marx, et puis il y a des vraies applications de se dire, bah tiens, peut-être un diabétique qui peut enfin redécouvrir un vrai goût de confiture sans se taper ce goût de acésulfame, etc., enfin, ou d'aspartame dégueulasse, quoi, Ouais, hein, ah oui, disons-le. ça c'est sûr. Voilà, Mais uniquement alors là, pour travailler le sur coup, le c'est pas trop sucre du fruit. acide. Alors voilà, après si vous dites, ah ouais mais moi quand même, bon là effectivement c'est citron, Ouais. mais si vous travaillez, après vous avez le droit de dire, bah moi je mets quand même un peu de sucre. Oui, finalement. Comme dans cette mousse au chocolat, finalement on se dit, Oui. là le chocolat était peut-être un peu amer, moi je veux un peu de sucre, mais c'est moi qui décide. 5%, 10%, 20%, je mets ce que je veux. Et on n'est pas obligé de travailler avec du saccharose, on peut très bien Oui. travailler avec un sucre de riz, un sucre De fleurs de sucre coco. d'agave, voilà, d'autres choses comme ça un peu j'adore ça. nouvelles, Ouais. qui vont donner une souplesse, une Ouais. tendreté, et puis moins de calories surtout. Ouais. On peut se faire plaisir à moindre calories. On est dans un programme plaisir, bien-être, santé. C'est Ouais. un axe de recherche au Ouais. labo. Pour que demain, toutes et tous à la maison, on puisse refaire la confiture, il nous faut l'appareil pour pouvoir... D'où voilà. l'idée de travailler avec des équipementiers, Mais c'est ça. ou alors donner dans ces cas-là, c'est-à-dire extraire naturellement, mais proposer par exemple sur des marchés des pectines complètement naturelles, Oui. avec des actions vraiment puissantes, quoi. Donc, Oui. voilà.
celle qu'on ne trouve pas, parce que souvent il y a des additifs, mais c'est des espèces de mix, on ne sait plus trop ce qu'il y a là-dedans. Là, on travaille vraiment sur le côté naturel Ça, du c'est fruit. super. Bon. Alors, toujours cette petite confiture, parce que ça nous amuse beaucoup, nous, les confitures. Là, on est encore sur une autre confiture, c'est-à-dire c'est de l'eau de fraise qui a été gélifiée avec des pectines comme ça. C'est-à-dire on a pris les pectines du citron, on les a mis dans la fraise, et là, vous avez des textures qui sont plus fermes, exprès, mais on est sur quasiment de la calorie. Ah ouais. Voilà. Et ça a le goût de fraise. Mais sans sucre. Oh. Que le sucre de la fraise. Wow. Mais vous voyez comment c'est fondant? C'est super bon. Ça paraît très ferme, mais ça fond en bouche. Donc c'est délicat. Et là encore, il y a tout un travail à faire sur peut-être des nouvelles gammes de confitures sans sucre, mais gourmandes. Mais que le sûr. goût de fraise fraîche. Voilà. Et ça suppose qu'on part d'un produit quand même de qualité et goûteux. Ah, alors là par On contre, est ça, d'accord. voilà, c'est-à-dire que là, si vous partez d'un mauvais chocolat, Ah bah voilà. vous allez très vite le sentir. Là, il n'y a que le fruit. Donc on peut mettre un petit peu plus d'argent dans le fruit ou dans le légume, Oui. ou dans le chocolat, ou dans ce qu'on veut. Mais après, justement, vraiment, on a des saveurs extraordinaires Oui, en bouche. oui, Voilà. oui. C'est vraiment tout l'intérêt. On continue à s'amuser. On continue à s'amuser, avec plaisir. Les fruits rouges. Oui. On va rester sur des fruits. On appelle ça fruits rouges. Mais si vous regardez par exemple le cassis, la myrtille, la betterave, le chou rouge, c'est très sombre. Par contre, si vous mettez un peu d'acide, ça devient rouge. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la chimie, mais ça contient des pigments qu'on appelle les anthocyanes, c'est-à-dire bleu sombre, justement en grec, et c'est très sensible à l'acidité. Donc, quand vous avez des myrtilles, vous voyez, vous avez un coulis comme ça, très très sombre, presque noir. Oui. On a cuit ces myrtilles dans de l'eau gazeuse. Pourquoi de l'eau gazeuse? C'est riche en bicarbonate, vous savez, les petites bulles. Oui. Donc ça va se charger en bicarbonate. Bicarbonate, ça va donc devenir un peu basique, c'est-à-dire le contraire d'acide ou Ouais. alcalin. Bon. Mais je ne veux pas faire de chimie, donc, mais ça change de couleur et ça se charge en bicarbonate. Ici, on a un jus de citron très concentré, un peu réduit. Je vais mettre ce jus de citron dans ces myrtilles. Qu'est-ce qui va se passer? Ça mousse. Acide avec bicarbonate, ça va mousser. Ça, c'est le principe Oui, de la ça levure mousse. chimique. Pourquoi les gâteaux gonflent? Et puis, ce coulis noir devient quoi? Un coulis rouge. Dingue. Et on n'est pas sur un comprimé. Regardez comme c'est beau, ça. Ouais, c'est magnifique. Enfin, moi, ça me plaît. Mais voilà comment créer. Vous voyez, on est sur un truc dingue. gourmand qui va picoter en bouche. La mousse, elle tient. Regardez, elle fait presque ce qu'on appelle Mais le oui. bec. On n'a même plus besoin de plongeur là pour faire une belle émulsion. Mais non, bah non. Rien. Ça, c'est la galère de C'est la la galère. surface. On en fout Mais partout. oui. Et là, on comprend mieux ce qui se passe. Donc, on est sur du côté un peu piquant. Et ça tient. Et alors là, vous rajoutez une boule de vanille, Oh là quelques là. petites meringues, vous avez un vacherin Génial. effervescent, minute devant le client. Vous mettez un petit gâteau au chocolat et vous avez une forêt rouge, forêt noire. Voilà comment Thierry Marx a retravaillé cette petite découverte de laboratoire. Et là encore, c'est quoi? C'est des myrtilles, de l'eau gazeuse. Ouais. Et du jus de citron. Voilà, qu'on nous dise pas, on fait de la cuisine chimique, ouais. toxique. Non, mais c'est souvent Oui, c'est l'attaque. vrai. Donc nous, on a Non, pris mais- ça à contresens. Oui. Et on s'est dit, bah, amusons-nous justement, montrer tout le contraire. C'est Revenir génial. à la chimie des produits. Donc voilà un peu la petite démarche. Alors, toujours dans ce même esprit, Oui. ça, Alors ça, toujours c'est ce la travail, vous avez canette de compris, demain. finalement, c'est sur les gels, les gelées, pourquoi ça tient, pourquoi ça prend. Ça, ce serait peut-être la canette de demain. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je veux la prendre dans les mains, normalement. Vous connaissez tous les petites billes d'alginate, là, vous savez, les petits trucs insupportables, là. Enfin, insupportables, j'exagère, mais alginate, calcium, ça fait des petites billes. Bon, c'est plus ou moins rigolo parce que c'est plus ou moins maîtrisé, en fait. Ça fait une membrane, ça fait une gélification Oui. avec le calcium. Et alors, on a travaillé au labo, on a des étudiants, il y a 40 étudiants qui nous suivent à la fac d'Orsay sur ces parcours de physico-chimie de la cuisine. Et on leur avait donné comme défi, essayer de nous faire la bille la plus grosse. Donc, ils avaient des petites pipettes. Alors, ils ont coupé des pipettes plus ou moins grosses, puis après, ils ont congé des glaçons, etc. Puis finalement, on s'est complètement écarté de ces alginates. On est resté sur des algues, donc ça veut dire biodégradables, 100% naturelles, Oui. végétales, acaloriques, etc. Et on arrive à ça. Là, on est sur 15 centilitres. Et on peut pousser le vis, entre guillemets, à 33 centilitres. Oui. On est sur une encapsulation, une membrane ferme, ça tient. Je le transporte. Peut-être c'est la canette de demain, c'est-à-dire il n'y a plus de plastique, plus d'aluminium. 3 jours dans la terre, il n'y a plus rien. Et ouais, c'est génial. Un chef peut, il en parlerait mieux que moi, mais peut rajouter dedans des zestes d'agrumes, peut mettre parfumé, c'est-à-dire vous dites badois citron, bah paf, il y a ce petit œuf qui tombe. Voilà. Après,
Alors, soit je croque, et là, il faudrait travailler avec des designers, et je bois, et je mange une partie. Soit vous dites non, ce côté un peu caoutchouteux, moi, ça me plaît pas trop. Ouais. Je pique, je bois, et C'est génial. voilà. Et après, je jette. 3 jours dans la terre, il n'y a plus rien. C'est super. Ah bah, écoutez, ça s'applaudit, Non, mais franchement. c'est- Alors voilà, là, donc- c'est formidable. Voilà, donc là, on est dans l'innovation. Ah et oui. donc, ça a un sens au CIRA. Alors ça fait déjà 2-3 ans qu'on monte ça. Maintenant, il faut que des industriels pourquoi disent c'est si mise long dessus. Parce que on est à vraiment des innovations radicales. C'est-à-dire que normalement, la plupart des entreprises travaillent un peu en incrémentant. C'est-à-dire il y a un produit qui existe, il y a une chaîne de production qui existe, puis on va la modifier un peu parce que ça coûte moins cher, parce que c'est rassurant, etc. Ouais. Là, il faut partir à 90 degrés. Ouais, il faut tout refaire. Voilà. Donc forcément, il faut miser, voilà. Mais il y a des choses déjà très abordables aussi. Vous voyez, ça tient encore. Ben, bien sûr. Et là, on travaille sur des nourritures embarquées, notamment avec un groupe qui travaille pour la nutrition du sportif. Oui. Aussi, on se dit, finalement, ça, on peut mettre ça dans des petits sachets plastiques dans sa poche. Oui. On court, on a faim, on mélange, tac, et on mange. Ça, la nourriture embarquée, on se dit, c'est la canette peut-être du navigateur. On boit, on jette dans la mer. Finalement, c'est des algues qui retournent dans les algues. On a simplement modifié un peu. Mais on est sur du 100% naturel. Et on parlait de déchets. Là, il n'y a plus de déchets. Donc voilà un petit peu de ce genre de choses. C'est formidable. Et on continue. Et alors la prochaine étape, ça va être de tester ça en apesanteur. On a un Ah programme là, on part bientôt faire un vol parabolique. Mais c'est Ouais. sans fin finalement. Mais ouais, mais c'est ça qui est génial. Mais voilà, oui. voilà. Et juste pour terminer, on Non, va mais quand on a même. du temps. Hein. Ah, on va goûter. Tellement alors. passionnant. On a travaillé sur des. Ah, il y a une question de Marcel Lezoil Oui. de Paris. Alors voilà, ça c'est une très bonne remarque. Là, on travaille. Là, ça peut monter jusqu'à plus de 60-70 degrés. Et là, on est en train de travailler sur. Là, ce sont des membranes qui sont résistantes et fermes. J'ai mis un groupe d'étudiants sur des membranes qui seraient beaucoup plus moelleuses, qui peuvent absorber un choc, c'est-à-dire finalement ça tombe, ça va presque rebondir. Voilà, bon. Et puis on travaille aussi sur des capsules qui sont solubles à chaud. Donc on peut imaginer peut-être le fond de volaille de demain, le fond de sauce de demain. On met ça, on a la chose qui est préparée pour 2 litres, 2 litres d'eau bouillante, on verse la capsule, ça va fondre et ça va peut-être aussi texturer un peu la sauce, etc. Donc là c'est au point aussi, exactement. Ouais. Mais c'est un vrai travail sur cette membrane justement comestible. Alors toujours dans le côté finalement, vous avez vu, gourmand, santé, bien-être, on travaille sur des techniques de déshydratation complètement innovantes pour préserver quand vous achetez les fruits secs. Vous savez, on vous buvez un cocktail, puis on vous met à côté, alors soit des chips de carottes, soit des petites cacahuètes, des machins, bon bref. Des fois c'est un peu sec, rabougri, oxydé, terni, ça donne pas envie quoi. Enfin on se dit mais au secours. Et on se dit est-ce qu'on peut pas essayer d'avoir quelque chose de, là encore, gourmand, de sain. Quand on travaille avec les enfants, quand vous regardez un peu tout ce qui est, que ce soit les petits déjeuners avec les fruits, que ce soit les 4 heures, les coupes-fins, etc., on se dit, allons chercher des chips, de la gourmandise, mais avec que le fruit, mais on a enlevé l'eau, donc on a déshydraté. Alors ça, c'est une technique de cryoconcentration et de lyophilisation, mais complètement nouvelle. Alors là, on a rigolé un petit peu avec ça, c'est une pina colada en poudre. Donc on avait fait un travail pour les barman, mais complètement santé, c'est-à-dire l'avantage de ça, c'est que vous avez le goût du rhum, mais vous n'avez plus les méfaits de l'éthanol. On a gardé les saveurs, mais on a enlevé l'alcool. D'accord. L'avantage de ça, c'est aussi quand vous faites des macarons, finalement cette poudre-là, vous la mettez avec du blanc d'œuf, et vous faites des petits macarons comme ça, sans arôme. On est sur la pina colada qu'avait fait le barman 2 minutes avant, quoi. Donc c'est un peu cet esprit-là. Et on a travaillé maintenant sur des fruits et des légumes, comme je disais, c'est pour l'aspect un peu santé pour les enfants notamment, ou pour le grignotage, et pour les apéros aussi dans les bars. Donc là, par exemple, vous avez... Bon, on va les ouvrir. Hein. Donc là, ils sont quoi? Ils sont sous vide? Donc là, j'ai essayé mis dans une atmosphère un peu pour le transport. Donc on est sur des fraises, kiwi, bananes, enfin on fait des petits tests. Oui. Mais d'abord, ça sent très bon. Et, enfin, on ne peut pas se rendre compte, mais Ah oui, dis donc, on dirait du polystyrène. c'est Je juste vais me faire incroyable. taper sur les doigts à dire Non, ça. mais c'est ça. C'est... Il n'y a pas de... On garde la structure intacte du fruit, contrairement à toutes les autres techniques de déshydratation. Il n'y a pas d'oxydation. On préserve la couleur. Et on préserve, comme on travaille à basse température, on préserve les nutriments et les vitamines. Donc si vous mangez ça, vous mangez une fraise, Je vais tremper une forme. là vous avez vu ce goût croustillant de Oui. tomate, et c'est très très puissant, on concentre les saveurs. Il faut savoir qu'un fruit ou un légume, c'est 90-95% d'eau.
vous enlevez toute l'eau, mais vous gardez tout le reste par cette technique-là. Et là, on est vraiment sur des choses extrêmement gourmandes. Donc, Tout à fait. voilà encore quelque chose à développer pour le petit côté snacking. Mais on a parlé de la nutrition, santé, il faudrait que ça se développe un peu plus vite parce qu'aujourd'hui dans les restaurants, il y a près d'un bon sur 10 qui arrive avec un sans quelque chose, sans gluten, sans... Voilà. Donc il faudrait quand même qu'on passe la vitesse supérieure à ce niveau. D'où ce travail finalement sur... Oui. Il y a tout un axe que je ne vous ai pas présenté ici, mais on travaille sur le sans gluten notamment. Mais oui. Mais sans additifs. Parce que si vous regardez les étiquettes des sans gluten, Ouais, vous avez des gommes xanthane, caroube, goire, machin. Certaines sont complètement naturelles et elles ont raison d'être là. Mais des fois, on peut toujours se demander la question, mais pourquoi être obligé d'ajouter autant de gomme pour compenser ce gluten? Donc là encore, c'est toute cette démarche de se dire, qu'est-ce que le côté élastique? C'est ça le gluten qui donne l'élasticité. Pourquoi ça tombe, pourquoi ça reprend, etc. etc. Donc peut-être l'année prochaine, on vous présentera d'autres choses sur le gluten. Mais je le souhaite et j'espère que tout ça fera un bond de géant le plus rapidement possible. Mais merci. On rappelle peut-être vos ouvrages, car vous en avez écrit pas mal. Oui, c'est vrai. Il y a Le chimiste en cuisine aux éditions Duno, avec la préface de Thierry. Le petit chimiste en cuisine, mais qui est finalement pour toute la famille, où vous retrouvez les recettes comme ça, de la mousse au chocolat. Enfin, il y a plein de choses comme ça. C'est vraiment montré via ce dialogue intact, c'est-à-dire sans équation, sans rien du tout. La chimie, la physique expliquée, la biologie expliquée pour la cuisine et surtout pour le plaisir. Oui, voilà. Et puis ça fait beaucoup moins peur dit comme ça. Ben, écoutez, merci à vous. Merci beaucoup Raphaël, on vous applaudit ici. Voilà une démonstration de cuisine passionnante aujourd'hui. Alors tout de suite, on va rester dans le même thème, en tout cas celui de l'innovation, puisqu'on retrouve Limoncini, Eric Limoncini et sa minute de l'innovation. Les Grands Prix de l'innovation du CIRA, 11 Grands Prix qui ont été décernés et qui sont exposés place des Lumières. Je vais vous présenter un produit qui s'appelle Folion, premier prix au concours national Agropole 2014 et donc Grand Prix de l'innovation CIRA 2015. Alors, les Folions, c'est ce que vous avez là, ce sont des feuilles de fruits ou de légumes qui sont déshydratées au service de la créativité des professionnels. Des métiers de bouche. Alors je vous fais recto verso parce qu'il y a une texture qui est légèrement différente. Cette innovation culinaire est inspirée de l'ancien procédé de cuir de fruits et qui résulte d'une préparation à base de fruits, de purée de fruits ou de légumes déshydratés pour donner une feuille gourmande qui est à la fois souple, vous le voyez, mais aussi résistante. Mais l'avantage, c'est qu'on peut, et je vais le faire devant vous, la déchirer et on peut donc en faire ce qu'on veut. Les Folions sont là pour inviter les chefs et les professions de la gastronomie à la créativité culinaire des restaurateurs, des traiteurs, des pâtissiers ou bien des glaciers et des barmen. C'est 100% français, il y a différentes couleurs, c'est d'ailleurs une question simplement de goût. Je vais vous le présenter dans un instant. C'est Made in Sud-Ouest, c'est fabriqué à Auch dans le Gers. Toutes les audaces sont permises en cuisine grâce à ce procédé. Donc, vous pouvez en faire soit une base d'ingrédients, soit un support, soit un décor. Avec les Folions, tout est possible, vous l'avez vu, on le plie, on le découpe, on le déchire, on l'entortille, on décore, on cercle, on en fait absolument ce qu'on veut en toute simplicité. Et c'est donc aux fruits ou aux légumes, comme je vous le disais, c'est sans texturant, sans gélifiant ou agent épaississant et vous pouvez donc jouer toutes les textures. Vous pouvez soit le réhydrater au pinceau avec une fine pellicule d'eau et elle deviendra un petit peu plus fondante. Vous pouvez également vous en servir pour les maquis ou le cerclage d'entremets, mais également une utilisation sèche, telle qu'elle, et la feuille va rester souple et à la fois résistante. Autre avantage, et c'est en cela une des innovations de Folion, c'est que la conservation se fait à température ambiante pendant 1 heure. Vous avez ensuite différentes tailles de feuilles, et la couleur vient simplement des différents parfums. Vous avez des parfums fraises, mangue, comme celui-ci, poire, figue et abricot. Et très bientôt, Folion va vous proposer du poivron rouge et du poivron jaune. Si je résume donc concernant Folion, c'est feuilles de fruits ou de légumes, utilisation de fruits et de légumes de manière originale, une forme un petit peu plus graphique et une forme un peu plus moderne. Également des ingrédients simples puisque ce sont des fruits et du sucre, sans conservateur, sans allergène, j'insiste bien, sans arôme ni aucun colorant. Et puis une praticité de conservation
et une infinité de possibilités de création. Voici pour la première innovation de ces Grands Prix Syrah. Et puis la deuxième innovation que je voulais vous présenter ce matin, c'est Exose. Alors Exose, c'est un sucre de raisin liquide qui est utilisable par tous les chefs. Vous avez vu, je suis acrobate. C'est un exhausteur de goût. Il relève les arômes et réveille les saveurs pour enchanter les papilles et donne de la noblesse à toutes les créations culinaires, simples ou élaborées. Vous pouvez l'utiliser par exemple en cocktail. Il rassemble toutes les caractéristiques organoleptiques susceptibles d'utiliser l'essence. C'est un sucre structurant qui apporte de la matière, qui apporte de la densité à tous les plats avec un dosage aisé. Il relève les recettes d'une pointe gustative rare, il faut vraiment goûter et il rappelle un petit peu les vieilles eaux de vie. Je vous conseille vraiment de le tester tout en restant un produit quasiment sans alcool, il y a moins de 1,2% d'alcool. Et enfin, c'est la troisième innovation de ce produit, c'est que c'est un correcteur d'acidité et d'amertume. C'est unique sur le marché, c'est donc une idée novatrice. Je vais vous présenter les trois contenants de ces flacons. Vous avez d'abord le sucre de raisin qui est un extrait de jus de raisin obtenu après évaporation. Vous avez le sucre de raisin barrique neuve, c'est un sirop affiné dans des barriques neuves de chêne. On le voit pas sur ce contenant, mais le produit parle de lui-même. C'est issu du savoir-faire des éleveurs de grands vins. Et puis vous avez enfin, j'allais dire, le troisième cru de Exose, c'est le sucre de raisin vieille barrique. C'est un élixir oublié dans de vieilles barriques de cognac. Et le bois gorgé de très vieilles eaux de vie va infuser lentement. Et ça donne donc cette Exose que vous voyez à l'intérieur de ce flacon. Donc pour résumer, de nouvelles sensations, plus de saveurs, plus d'onctuosité dans ce que vous préparez. Vous pouvez donc l'intégrer dans vos cocktails et vos préparations. Un correcteur d'acidité et surtout c'est une innovation pour les top chefs professionnels, 100% naturel, 100% innovant et 100% raisin avec glucose et fructose et trois sensations inédites comme je vous l'ai présenté, nature, barrique neuve ou vieille barrique. Voici pour ces deux grandes innovations du Syrah. Sujet puisqu'on va parler des équipements. Alors, vous allez voir tout ce qu'on peut trouver sur le salon, les petits équipements, les grands, tout y est. Allez, on va désormais aborder un thème complètement original, comment développer sa marque en épicerie fine avec Bruno Lecoq et son invité. Comment développer sa marque en épicerie fine? Eh bien, c'est le thème du jour avec Bruno Lecoq. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction L'Épicerie Fine. C'est moi. Et alors donc, on va évoquer ce thème en compagnie, si mes fiches sont bonnes, d'Andreas Mavromatis. C'est bien ça. C'est bien. Bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup. Alors, comment développer sa marque en épicerie fine? C'est une question que je vais poser à Andreas Mavromatis, qu'il faut peut-être présenter. Andreas Mavromatis, c'est le numéro 1 de la gastronomie grecque en France quand on le présente, parce qu'il est à la tête de 4 restaurants, dont un restaurant gastronomique fort connu dans le 5e.
Il gère aussi une dizaine de boutiques et il a un service traiteur extrêmement connu. Donc il a un parcours. Il est arrivé en France il y a 33 ans. Il était à la Sorbonne, c'était un étudiant en psychologie et pour des raisons personnelles qu'il va nous expliquer rapidement, il a créé il y a 33 ans, à l'emplacement des Délices d'Aphrodite, un établissement qui était à l'époque, je crois, une épicerie, restaurant. Parle dans le micro, Andrea, ça sera plus. Oui. Alors, ça fait 34 ans en fait. Moi, je suis arrivé en 1980 en France. En 1980, donc, on a décidé avec mes frères d'ouvrir une épicerie-restaurant. Alors, notre ambition dès le départ, ça fait maintenant 34 ans, c'était être une référence dans le monde de la gastronomie. C'était faire connaître les produits, la cuisine grecque auprès du public, auprès des Français, de la meilleure manière possible. Alors, pour ce faire, moi, j'ai fait des études, comme il a dit Bruno, de psychologie, mais j'ai vite compris que pour se perfectionner, être performant, il fallait aller à l'école française de la cuisine, et j'ai fait l'école Les Nôtres. Alors, à plusieurs reprises. Donc, j'ai travaillé aussi avec des grands chefs français, des meilleurs ouvriers de France, comme Gabriel Biscay, comme plein d'autres chefs, avec Christophe Raoux, avec plein de chefs, pour toujours progresser dans la cuisine. Alors, avant d'être une marque, c'était un nom, c'est un nom de famille, c'est toujours un nom de famille, c'est une enseigne. Et petit à petit, j'ai compris, d'abord, on a fait le restaurant Les Délices d'Aphrodite. Bon, c'était l'expérience quand j'avais 23 ans. Après, tout de suite, j'ai compris qu'il fallait s'affirmer, qu'il fallait s'engager, aller devant les clients et leur dire « je m'appelle Mavromatis ». Pour gagner la confiance des clients, en fait, on a voulu mettre le nom de famille. Et tout a démarré comme ça. Après, c'est vrai qu'on a cherché à styliser les noms, comment l'écrire. Et en parlant un jour avec notre ami et client Georges Moustaki, je lui ai demandé s'il ne pouvait pas effectivement me faire les logos, parce qu'à part qu'il soit poète, chanteur, c'était aussi un extraordinaire dessinateur. Là, on en a un exemple d'ailleurs sur ta carte. Le dessin qui est en toile de fond, c'est un dessin. Alors là, on ne voit pas grand-chose, je ne sais pas comment on peut faire, mais dessin en toile de fond, c'est un dessin de Georges Moustaki, celui-ci. Oui, absolument. Et le dessin qui sert, je ne l'ai pas ici, le dessin qui est stylisé, qui est sur ta carte de restaurant gastronomique. Le restaurant, c'est aussi Georges Moustaki. Alors, après, bien sûr, on a continué à travailler sur les couleurs, les logotypes. Les couleurs du logo Mavromatis, ça représente notre histoire méditerranéenne. Il est profondément méditerranéen, notre histoire. C'est le vert olive et l'encre, en fait, qui représente la terre. La terre et le soleil. Voilà. Andrea, si tu me permets, quand en 2009 tu as décidé de faire l'enseigne Mavromatis, c'était à l'époque pour imposer ta marque traiteur, si je me souviens bien. La première démarche a été l'enseigne avant la marque. C'était d'abord une enseigne. Tu avais besoin de signer, que les gens t'identifient, c'est ça? C'est ce que tu m'as expliqué en tout cas. Oui, je voulais que les gens... alors, pour mettre une enseigne Mavromatis, on l'a d'abord apposée dans les boutiques traiteurs. Ensuite, est devenue l'enseigne du restaurant gastronomique Mavromatis. Ça, mais c'était l'idée de créer un rapport de confiance. De créer un rapport de confiance, de mettre bien sûr la clientèle en confiance, de m'engager, de gagner la confiance des clients, tout en signant des produits pour lesquels, d'abord, on les déguste, les produits, avant de les valider, je me déplace en Grèce, parce que essentiellement les produits viennent de Grèce. Je fais un cahier de charges très précis avec nos artisans, parce que je note qu'ils sont tous des petits artisans qui font des produits extraordinaires, qui méritent d'être connus en France, comme beaucoup d'artisans, donc ils avaient des étiquettes pas très jolies, tout en grec et tout ça. Moi, j'ai voulu vraiment présenter ces produits d'une meilleure manière. Oui, là, tu nous parles un peu de ton sourcing, en fait. Oui. Tu nous parles de ton sourcing, de la façon dont tu trouves les produits qu'on trouve et dans tes épiceries et dans tes restaurants. Absolument. Voilà. Ouais. Mais quand tu as commencé à travailler sur le logo, tu as expliqué un peu le code couleur, l'olive, etc., etc.
les choix des caractères, tout ça, ça a pris, tu as fait appel à un professionnel, la démarche s'est fait comment? Alors, Tu as fait appel à un studio? Oui, oui, au début, bon, Georges Moustaki est venu pour complètement changer les logos après, mais au début, on a consulté un graphiste pour nous faire les logos en fait. Au début, on a commencé avec un logo en majuscule. On le voit ici, Ça, là le logo qui fêtait les 30 ans, on voit Paris en petits caractères, je ne sais pas si où est-ce qu'on peut le montrer, voilà, je ne sais pas où. Voilà. Et on voit ici après l'évolution qui est beaucoup plus stylisée, donc c'est les mêmes caractères, mais Paris est écrit au alors centre le Paris devient et en au capitale. centre, majuscule, pour s'affirmer. Et on a voulu vraiment, là on a fait un emblème, c'est le M minuscule grec. Et tout ça, c'est avec un sac beaucoup plus joli. Et sur le côté, il y a la famille. Voilà. Sur les côtés, alors c'est la famille alors, qui symbolise pour nous, c'est très important, la tradition dans la modernité. Et donc c'est toutes les valeurs qu'on a eues par la famille. Je voulais rendre hommage à nos parents, en fait. Tout ce qu'on nous a appris sur l'éducation, sur le travail, sur la valeur travail, ça c'est très important pour nous. Donc voilà, c'est Et quelles sont les autres valeurs que porte la marque Mavromatis dans ton esprit en tout cas? La valeur, alors, d'abord c'est l'authenticité. Hein. C'est l'authenticité, c'est le partage, c'est la chaleur, c'est le service aux clients, parce que avant tout, c'est les clients. C'est les clients d'abord qui nous suivent depuis 34 ans maintenant, parce qu'on a commencé en 81. En mars, on aura 34 ans. C'est-à-dire que la clientèle qui a fait plaisir dans nos restaurants, parce que les premiers restaurants qu'on avait, ils existent toujours. Depuis 34 ans, donc on a des clients qui venaient tout jeunes, tout gamins, et aujourd'hui, ils sont des grandes femmes avec des enfants, et parfois des petits-enfants, et ça nous fait énormément plaisir. Donc, ma cuisine n'a pas cessé d'évoluer déjà depuis très longtemps, depuis les 34 ans. Et ce qui me fait plaisir, me dit, mais c'est encore mieux qu'avant. Et ça, c'est formidable. Je pense que c'est ça le travail qu'on fait tous les jours avec nos chefs, avec ma cuisine, avec mes frères, pour continuer à rester toujours dans la qualité vraiment supérieure. Et aujourd'hui, ta marque, on la trouve principalement sur des produits frais? Alors aujourd'hui, la marque, on la trouve sur, j'ai signé des produits comme les yaourts par exemple, yaourt de brebis avec un tout petit artisan, yaourt de brebis, yaourt de chèvre. Ensuite, on a du pain pita qui est signé Mavromatis. Le pain pita, c'est le premier qu'on a fait depuis 10 ans maintenant. Et ensuite, on a fait un fromage qui vient de Chypre, qui n'est pas connu en France. Une grosse société française maintenant il s'est mis à les fabriquer. C'est délicieux. C'est bien. Hein? Très bon. C'est un fromage en grillé. Donc, ce fromage-là, avant qu'il soit cyclé Mavromatis, mais on ne le vendait pas beaucoup. Une fois qu'on a mis les noms Mavromatis sur les produits, qu'on a traduit tout en français, les textes, et comment on les prépare, comment on les mange, mais on vend 30% plus qu'avant en fait. Donc ça, c'est un bon conseil à donner à tous les gens qui pourraient se poser la question à quoi peut servir une marque. Je pense qu'on ne va pas mettre une marque comme ça. Nous, on n'est pas dans les produits marketing, on est dans l'artisanat. On est d'abord, on a fait la cuisine, on a essayé de pénétrer dans la gastronomie, de convaincre nos clients, et ensuite on a dit, mais oui, mais maintenant il faut aller plus loin, il faut mettre un nom sur des paquets du pain, sur les paquets sur les yaourts, sur les huiles d'olive, sur les miels. Voilà. Donc les gens ils achètent plus facilement les produits qui portent le nom Mavromatis que d'autres produits. Donc c'est un rapport de confiance en fait. C'est un rapport de confiance, absolument. Et aujourd'hui, ta marque, elle est diffusée pour l'essentiel dans tes commerces. Est-ce qu'elle a vocation à être un jour diffusée dans l'ensemble du monde de l'épicerie fine? Pourquoi pas. Nous sommes déjà en Galerie Lafayette, Lafayette Gourmet. Tous nos produits, comme la cuisine aussi, on a un gourmet en Galerie Lafayette, à Marseille, à Nice. Et on a quelques épiciers aussi pour lesquels on livre nos produits. Oui. Et dans les projets de ta marque, est-ce qu'il y a l'export, l'international? Pas encore, non. Pas encore. Pour le moment, c'est la France et nous, on avance petit à petit. Je vous dis 34 ans. Tu as dit qu'il y a 4 restaurants, mais c'est 34 ans de travail. Ça relâche tous les jours pour maintenir un niveau de qualité important. Donc tout le monde sait que ce n'est pas évident dans le monde de la cuisine.
de tenir si longtemps, et puis j'espère encore beaucoup plus, qu'on continue pour avoir les 50 ans. Voilà, c'est une aventure familiale. Et la gastronomie grecque, est-ce qu'elle te semble bien connue, bien perçue par les gourmets français en fait? Alors, ça c'était notre ambition depuis toujours en fait. Non, c'est pas, faut dire les choses, c'est pas toujours bien perçu. Voilà, ça c'est le problème. Pourquoi? Parce que je pense qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin là-dedans, mais je dis, nous, en ce qui nous concerne, depuis maintenant très longtemps, on essaie de valoriser, on essaie de... D'abord, pour moi, il aurait fallu faire une recherche. J'arrivais en Grèce souvent pour connaître les nouvelles recettes, de prendre ces recettes-là, de les mettre au bout du jour, parce qu'il y a quand même une évolution de la cuisine qu'il faut suivre. Hein. Voilà. Depuis, on a ambition d'être dans une référence gastronomique en France et dans le monde. Ah, mais c'est le cas. Notamment avec nos restaurants Mavromatis qui bénéficient. Et dans ta boutique de la rue Sancier, donc on trouve effectivement les produits Siglé et Mavromatis à ta propre marque, et on en trouve d'autres que tu fais venir de Grèce ou de Chypre. Quel est le profil de la clientèle? Est-ce que tu peux dresser un portrait un peu des gens qui pénètrent dans ton magasin? Alors, ce ne sont pas des produits de première nécessité, hein, tout le monde sait. Alors, il faut déjà une ouverture d'esprit, aller vers d'autres. Parce que, bon, c'est les produits grecs, c'est les produits qui viennent d'ailleurs. Il faut avoir déjà cette démarche intellectuelle, je dirais, même sociale quelque part, d'aller déguster d'autres produits. Donc, il y a notre clientèle, c'est une clientèle qui est... Ce pas des produits qui sont pas chers, hein, c'est des produits qui sont... C'est du haut de gamme, oui. Bon, on a une clientèle aisée, oui, mais on a de tout âge. On a même des adolescents jusqu'à des gens très âgés qui nous font confiance pour nos produits dans la boutique et aussi pour les réceptions, on va dire qu'on fait des réceptions partout en France. Et nous sommes aujourd'hui les traiteurs exclusifs de Galeries Lafayette, partout en France. À Lille, à Lyon, à Marseille, on a fait des réceptions avec Lafayette. Ça me fait plaisir de pénétrer. Et on a fêté, ce qui m'a fait le plus plaisir, les 100 ans de la coupole de Galeries Lafayette avec un traiteur grec. Et c'est moi qui ai organisé la réception pour les 100 ans. C'est très symbolique pour les Galeries Lafayette. Vous dire aujourd'hui que la cuisine grecque, voilà, il est en train de gagner ses notes de noblesse grâce au travail qu'on fait, grâce à d'autres aussi. Je pense qu'il y a d'autres qui essayent de faire. C'est bien, il faut qu'ils soient nombreux pour continuer à travailler sur la cuisine grecque qui mérite, parce que c'est une cuisine qui est vieille comme le monde. C'est une très vieille cuisine. Alors, mais nous, les chefs, je pense qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Voilà. Et la marque Mavromatis, c'est une marque familiale, mais c'est d'abord une marque de chef. Absolument, c'est une marque de chef, oui. Et alors, qu'est-ce que ça implique en plus, une marque de chef? Mais c'est une responsabilité, c'est un engagement personnel, bien sûr. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. On doit ça à notre clientèle. Ouais. Et qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil pratique aux producteurs qui voudraient créer leur marque, aux épiciers fins ou aux autres restaurateurs qui voudraient créer leur marque dans le monde de l'épicerie fine, naturellement? Les producteurs. Producteur ou un restaurateur comme toi qui voudrait avoir le même parcours, créer une marque? Avant de créer une marque, je pense que c'est un nom. Nous, d'abord, on a essayé de gagner la confiance de nos clients, de persévérer depuis toujours pour nous confirmer dans ce travail-là. Une fois qu'on a compris que la clientèle y a adhéré, là on a dit maintenant il faut y aller. Mais c'est 34 ans derrière. Oui, tu es parti d'une... J'ai fait une marque. Ce n'est pas Danone, je ne fais pas une marque. On n'a pas payé quelqu'un pour nous créer une marque. Ça a été fait pendant toutes ces années-là, pendant 34 ans, c'est énorme. Donc il n'y a que 10 ans qu'on a commencé, une quinzaine d'années à peu près, qu'on a commencé à dire c'est bien qu'on sigle les produits. Voilà, en fait, tu es parti d'une réputation. Absolument. Il faut être sûr de soi-même. Il faut pas aller créer un produit pour créer un produit parce que ça ne vendra pas. S'il n'est pas excellent, s'il n'a pas un travail derrière, s'il n'a pas une efficacité sur la démarche déjà. Et vendre de l'alimentaire haut de gamme, ça suppose qu'il y a un suivi avec les fournisseurs. Qui se charge de ça? Je sais pas, parce que c'est un gros boulot. C'est nous, mes frères, parce qu'on est 3 frères. On va souvent en Grèce, ils viennent nous voir. On travaille beaucoup avec, bien sûr, les producteurs qui se déplacent déjà. Ils sont très fiers de travailler avec nous. Ils sont très contents de parler pour eux. Parce que là aussi, on les met en avant.
Nous, on fait tous les ans des dégustations de vins grecs, par exemple. Les vignerons, ils sont là avec nous. Ils partent les produits, on fait des traductions. Ils parlent en grec, on traduit en français. Donc, mettre les producteurs en avant, mettre les gens qui travaillent la terre, c'est ça qui est formidable, qui travaillent les produits. En fait, tu es un ambassadeur, toi. Non, je suis un cuisinier avant tout. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat sur le développement de l'épicerie fine. On en sait un petit peu plus grâce à vous. Alors, je ne sais pas, vous deux, si vous étiez là déjà hier, mais on a vécu des moments assez intenses ici. Eh bien, je vous propose de regarder justement un bref résumé des temps forts d'hier en images. La Coupe du Monde de pâtisserie s'est soldée par la belle victoire de l'Italie. Passion, émotion, voici en images un bref résumé de cet événement gourmand.
thermique. Nous allons passer au Sira News, désormais en compagnie d'Éric Limancini qui reçoit l'équipe France du Bocuse d'Or. Nicolas Davoust, accompagné de Franck Ferrigutti, le coach de l'équipe de France. Sira TV avec les news et le chiffre du jour, plus de 6000 fans sur Facebook et plus de 65 000 à dépasser sur la page du Bocuse d'Or. Quelques informations sur les gagnants d'hier. Le gagnant du Gargantua, Stéphane Goutenoir de la région sud-est. La Fédération des poissonniers Rhône-Alpes a remis hier l'écaille d'or aux villes de Toulon et de Marseille. Le Golden Fish, quant à lui, a été remporté par Laurence Nolin de Lyon. Et puis le champion de France de Coffee in Good Spirits est Stephen Harry. Quelques mots sur le programme du jour, sur les programmes du jour et les parcours experts. La restauration collective, les produits non transformés, le halal et le kasher et le bio, ce sont les parcours experts du jour. Je vous le rappelle, vous les retrouvez sur ces 4 fascicules à l'entrée du Sira. Quelques mots sur les pôles experts avec le FCSI, le Food Service Consultant Society International, qui vous propose des conseils de parcours exposants sur mesure, basés sur l'analyse de vos besoins et de votre projet par des consultants resto-concepteurs. Le pôle expert numéro 2 vous propose Urgent Restauration Hôtelière, les conseils et bases de données pour vos recrutements en restauration et hôtellerie. Et puis bien entendu, le Bocuse d'Or jusqu'à 18 h sur l'espace des chefs qui sera suivi de la remise des prix, le concours du meilleur vigneron cuisinier jusqu'à 18 h sur Cuisine en Seine, le 11e championnat européen du sucre tiré à la Maison de la Pâtisserie jusqu'à 15 h. Pain & Co Masterclass, un événement GL Events sur Tendance Pain jusqu'à 16 h. Et puis le Sira sort à Lyon avec le village enfant Place Bellecour. C'est Big in Lyon. Voilà pour les quelques informations et je vais vous demander d'applaudir nos 2 invités, Nicolas Davoust et Franck Ferrigutti, l'équipe du Bocuse d'Or. Bonjour Nicolas Davoust. Je vous laisse vous emparer du micro. Vainqueur du Bocuse d'Or France sur Europe 1 2014, 4e au Bocuse d'Or Europe en mai 2014 à Stockholm et candidat au Bocuse d'Or hier. Vous avez déclaré au journal Le Progrès « J'ai tout donné ». Est-ce qu'on est lessivé après le Bocuse d'Or? Allô? Oui, oui. Et je pense que l'optique c'était surtout de bien se préparer à ce dernier événement qui était la finale internationale. Et surtout, je pense, pour la présentation hier de notre travail, l'essentiel était de donner tout ce que l'on pouvait pour sortir le meilleur travail possible. Après, l'essentiel étant de sortir le travail que l'on voulait faire. Et après, je ne suis pas maître du résultat et surtout ne rien regretter. Alors, est-ce que vous pourriez, pour les personnes qui n'étaient pas au Sira, qui nous suivent sur Sira TV, nous présenter ce que vous avez conçu et élaboré hier? Alors, le premier travail était un travail autour de la truite Fario qui nous était imposée, avec un légume surprise qui était le céleri, donc présenté sur 14 assiettes. Difficulté nouvelle de ce concours, parce qu'on nous demandait de travailler un petit peu comme, de travailler comme si on était dans un restaurant. Donc l'idée principale était de travailler une truite Fario revisitée un petit peu comme un cigare, de manière la plus simple possible, mais surtout en retrouvant le goût. Voilà, avec une idée principale, la truite venant de l'Isère, donc on l'a accompagnée avec un esprit grenobloise et surtout des connotations provençales avec le citron, parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, le céleri, on a décidé de le travailler en plusieurs textures, c'est-à-dire en premier lieu en chromeski, onctueux,
Ensuite, un morceau de céleri pour rappeler de la texture. Et ensuite, une purée. Et une viande? La viande était le sujet imposé était de travailler la pintade des Landes. Venant de Provence et de Vence, j'avais l'envie de travailler un compressé de pintade dans l'idée comme l'artiste César. C'est pour ça que sur le plat, nous avions un César au milieu du plat et avec nos 2 pintades accolées qui arrivaient autour. Ensuite, j'avais un petit calisson de pommes de terre et truffes oignons pour représenter un petit peu l'idée du calisson d'Aix-en-Provence. Une boule surprise de butternut travaillée aux agrumes et un petit œuf surprise au chou. Voilà. Et une petite déclinaison, une petite châtaigne, c'est un clin d'œil un petit peu aussi à ma région, une déclinaison qui se tournait sur une rillette de pintade moelleuse et avec un petit peu de croustillant noisette, et le tout accompagné d'un jus truffé. Alors, les Bocuse d'Or, c'est une équipe autour de vous. Évidemment, plus qu'une équipe, c'est votre coach. Je vais le présenter dans un instant, Franck Ferrigutti. Un vrai coaching sportif, on peut dire, Franck, hein, sur lequel vous avez travaillé avec Nicolas. Oui, ça a été un vrai parcours, parce que ça a été une aventure plus qu'un parcours en fait. Quand Nicolas a décidé de faire le Bocuse d'Or et de se lancer dans cette aventure, moi c'était un rêve aussi, parce que c'est un concours que j'aime beaucoup. Et un jour Nicolas vient vers moi et puis il me dit ouais, j'aimerais bien faire le concours. Donc on a lancé l'aventure. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un vrai parcours. C'est plus qu'une histoire de travail. C'est vraiment une histoire humaine dans laquelle il y a des rapports qui sont très forts avec des hauts et des bas. Et pour pouvoir gérer tout ça, amener Nicolas, qui est un garçon très sensible et qui a un cœur énorme, il a fallu le renforcer à certains moments au niveau mental. Donc c'est vrai que j'ai cherché à avoir quelqu'un qui puisse s'occuper de lui pour le monter en puissance au niveau de son mental. Après, il avait des problèmes de dos, parce que depuis quelques années, il a tellement travaillé, œuvré, qu'il s'est un petit peu abîmé le dos. Donc il a fallu aussi s'occuper de trouver un kiné pour l'amener et le faire tenir. Donc il y a une vraie préparation physique. Oui, une très grosse préparation physique et mentale. Vous connaissiez, hein, c'est-à-dire vous travailliez déjà ensemble avant de vous lancer dans cette aventure. Ah, oui, d'où l'aventure humaine. Hein, exactement. Sinon, c'est impossible de se présenter au Bocuse d'Or. Qu'est-ce qui vous a mis, Nicolas, dans l'engrenage? Qu'est-ce qui, un jour, vous a fait dire dans votre tête, tiens, ça y est, je me lance dans l'aventure des Bocuse d'Or? Je pense que je me suis intéressé au concours depuis tout jeune. En 2011, j'ai échoué à la finale du meilleur ouvrier de France. Je œuvrais aux côtés de M. Goujon à ce moment-là. Je me suis présenté une première fois au concours où j'ai fini deuxième à la finale France. Et puis lorsque j'ai rejoint M. Ferrigutti, d'un commun accord, ensemble, on a décidé de se représenter pour la deuxième fois. Alors vous avez été quand même choisi après un concours, je crois qu'il y a eu 5 heures de concours, c'est ça, dans lequel il y avait Joël Robuchon, c'est ça, Yannick Aleno. Donc il y a déjà une première pression. Je dirais il y a déjà une première sélection. Régionale. Comment régionale, où Philippe Joannes a retenu mon dossier pour présenter ma candidature au niveau France. Voilà. Ensuite, au niveau France, il y avait 6 candidats ou 5 5 candidats. Et à l'issue de cette première sélection, le candidat qui monte sur la première marche représente la France pour le Bocuse d'Or Europe et pour la finale mondiale. Alors comment est-ce qu'on gère la pression quand on sait qu'on représente la France, qu'on a les caméras et qu'en plus on a des centaines de personnes devant soi? Parce qu'on ne peut pas faire abstraction de ça, ça fait partie aussi des Bocuse d'Or. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça tous les deux? Bon, je pense que c'est des moments où il faut faire abstraction de beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut les mettre dans une bulle, les protéger à ce niveau-là, et ça a été important. Vous vous isolez? Oui, il faut les isoler. En fait, c'est moi qui dois faire le rempart entre tout ce qui peut se produire sur l'extérieur, entre eux. Donc ça a été très important parce que ça peut les déstabiliser rapidement.
Voilà, et puis après, une fois qu'ils sont dans leur bulle, tout va bien. Sabine, vous êtes commis, c'est une équipe, je le disais. Est-ce que vous pourriez vous présenter? J'imagine que c'est une opportunité extraordinaire pour vous. Alors, quel est votre rôle sur un Bocuse d'Or? Expliquez-nous et ce que vous faites aujourd'hui. J'étais commis de Nicolas Davoust, donc je me suis entraînée avec eux pendant 3 mois. Donc ça veut dire, vous répétez des gestes, vous répétez des techniques, vous répétez des déplacements? Oui, oui. oui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous êtes... quelle est votre étude, métier? J'ai fait l'école sup à Ferrandi. Ouais. Et j'ai terminé début septembre. Et ensuite, j'ai été contactée par le chef Eric Guti pour être commis de Nicolas. Et ça a commencé fin octobre. Et donc j'ai terminé mes études. Alors, 2 questions pour vous, Nicolas Davoust et Franck Ferrigutti. Qu'est-ce que ça vous a apporté à tous les deux, les Bocuse d'Or? Et j'imagine que participer au Bocuse d'Or, c'est un ouragan dans la vie professionnelle. Qu'est-ce qu'il va y avoir après? J'imagine qu'on n'est plus du tout sur les mêmes optiques. Pour moi, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est que ça m'a permis de côtoyer, de rencontrer plein de gens que j'aime. Et ce milieu de concours, de la restauration et de la cuisine proprement dit, ça permet de se retrouver et de faire une vraie famille. C'est surtout ça. Et puis je pense que ce métier-là, ce n'est pas un métier qu'on peut choisir comme ça. C'est vraiment un métier de passion. C'est un métier où c'est une famille. En fait, voilà, ça reste une famille et c'est le plus important. Nicolas Davoust, le mot de la fin. J'ai envie de dire, quel que soit le résultat, je pense n'avoir rien à regretter parce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Ces 4 derniers mois, on s'est donné à fond. Pas de repos, pas de vacances, pas de Noël, pas de jour de l'an. Donc, j'aurais rien à regretter. Voilà. Je vous demande de les applaudir très fort quand même. Nicolas Davoust qui représente la France au Bocuse d'Or, Franck Ferrigutti, son coach, et Sabine, commis sur ces Bocuse d'Or. Rendez-vous bien sûr ce soir pour suivre la remise des prix des Bocuse d'Or sur Sira TV. Merci. Merci beaucoup Eric, c'était passionnant. On va se retrouver désormais pour notre dernière table ronde, la dernière de notre Web TV. Et on va parler du métier de resto-concepteur en compagnie de 2 femmes, Sylvaine Bouquerel et Karine Averti. Oui, absolument. Avec le micro comme ça, on va vous entendre correctement pour évoquer ensemble le métier de resto-concepteur. Alors, il va falloir définir un petit peu les choses. Mesdames, tout d'abord, bienvenue à Sylvaine Bouquerel, ingénieure, maître en restauration, cabinet Sylvaine Bouquerel Conseil, et Karine Averti, rédactrice en chef du magazine Grande Cuisine. Voilà, soyez les bienvenues toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Et alors, on peut définir un petit peu ce qu'est ce métier de resto-concepteur? Alors, Sylvaine, je vais vous laisser répondre là-dessus. On parle des métiers de l'ingénierie de restauration, on va dire au sens large. Ok. Et comme le métier apparaissait comme une nébuleuse auprès de nos interlocuteurs, que ce soit les maîtres d'ouvrage, mais aussi nos partenaires industriels, le FCSI France, association créée en 1999, a dédié un groupe de travail à la réalisation de ces fiches qui sont au nombre de 4 à ce jour et qui avancent dans le sens de travail d'un projet. Et donc un maître d'ouvrage, dans un premier temps, va contacter un assistant à maître d'ouvrage qui va l'aider à définir un peu mieux ses besoins et transformer ses besoins surtout en un langage qui sera compréhensible par les personnes bureaux d'études qui dessineront et réaliseront les cuisines. Selon la taille des interventions, nous avons aussi des personnes spécialisées dans le programme, c'est le MMR 2, le Mémo Restauration numéro 2,
où là, tous les besoins vont être identifiés et au-delà, on aura aussi des schémas qui seront proposés, une liste des locaux, des surfaces déjà qui seront avancées, de façon à ce que les personnes qui réalisent l'œuvre, donc là c'est le MMR numéro 3, puissent dérouler les missions qui sont tout à fait décrites dans la loi dite MOP à son article numéro 7 et de façon à pouvoir réaliser les travaux et assurer le suivi du chantier. Quant à ce qui me concerne, je suis la rédactrice du MMR numéro 4, sachant que celui-là est plus particulièrement dédié à la mise en exploitation et la formation et l'assistance à ouverture. Voilà pour la présentation générale de ces 4 documents. Très bien, donc je reviens sur... donc on va évoquer les métiers de l'ingénierie de restauration donc avec le FCSI France. En quelques mots, le FCSI France, c'est une association qui appartient au FCSI Monde d'ailleurs, parce que c'est une ampleur vraiment internationale. Le FCSI France regroupe, si je ne me trompe, pas loin d'une centaine de membres, pour moitié des consultants professionnels. Alors ce sont des bureaux d'études spécialisés, des concepteurs, restauration, cuisine, etc. Et l'autre moitié, ce sont des membres industriels partenaires. Voilà, au sein de l'association. L'objectif de l'association, c'est la promotion de la profession. C'est faire avancer sur les préoccupations du secteur. Donc, il me semble que vous avez beaucoup de réunions, de déplacements, vous faites des visites de sites. Vous faites des salons comme ici, voilà, vous avez des outils de communication, voilà, vous discutez entre vous et avec l'extérieur. Et ce qui est important de souligner, je crois, c'est que la profession, c'est pas un seul métier, mais c'est plusieurs métiers. C'est un petit peu le cœur voilà, de cette communication sur laquelle vous allez revenir. Donc Sylvaine Bouquerel a présenté tout à l'heure, vous êtes ingénieur maître en restauration, vous êtes formatrice et vous avez une société de conseil et vous êtes aussi administratrice du FCSI France. C'est notamment cette qualité que voilà, vous allez nous parler des MMR qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors dans un premier temps, vous l'avez évoqué, mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le constat du FCSI France et ce qui a motivé ou incité l'association à communiquer sur ces métiers? On a constaté donc que nos métiers étaient plutôt des métiers de l'ombre. Donc dans un premier temps, nous avons réalisé un ouvrage qui est un beau livre où les références et les réalisations des bureaux d'études en France ont été présentées. Et certes, cela donnait un éclairage sur nos activités, mais les métiers et la façon de procéder étaient toujours absentes. Et on s'en est aperçu notamment en discutant avec nos partenaires au sein de l'association, les personnes auxquelles vous faisiez référence, les fabricants d'équipements. Cela nous a mené à créer des groupes de travail. Nous procédons de cette façon quand nous nous apercevons qu'un sujet mérite d'être creusé. Nous faisons appel à candidature pour créer un creuset de réflexion. Nous avons procédé ainsi pour HQE, pour les déchets. Et donc nous avons créé ce groupe de travail autour des fiches métiers. Dans un premier temps, à destination de nos membres partenaires, les industriels réalisant des équipements de cuisine, mais on s'est tout à fait vite aperçu que c'était valable aussi pour toute personne ayant un projet de restauration. Donc la genèse venait donc en interne une demande d'éclairage de la part des industriels. Tout à fait. Vous avez évoqué quelques étapes. Est-ce que vous pouvez nous dire en gros comment ça s'est passé? Donc vous avez un groupe de travail au départ, vous vous êtes réparti la tâche sur les 4 fiches, les 4 MMR. En gros, ça remonte à peu près à quelle époque, les premières discussions là-dessus? Et est-ce que c'était difficile de définir les 4 grandes thématiques de ces fiches? Non.
La réponse est non, dans le sens où nous avons clairement au niveau des bureaux d'études, nous connaissons nos spécialités et nous savons où nous démarrons l'un par rapport à l'autre. Donc les thématiques et les thèmes sont simples à définir. Ce travail-là, c'est à peu près 2 ans de travail. Chaque rédacteur est dans son corps de métier. Donc une activité qu'il pratique au quotidien. Certaines sont plus réglementées que d'autres, donc ça peut faciliter la mise en œuvre et la rédaction, mais non, c'est pas... En termes de réflexion, c'est assez simple. C'était assez clair, mais il fallait le clarifier pour les autres, en fait. C'était surtout exactement, c'est surtout pour les autres personnes, écrire et mettre un nom sur quelque chose qui était comme une nébuleuse. Donc voilà, parce que vous avez des missions quand même qui sont multiples, et effectivement, avoir ces fiches, on va dire, pratiques et techniques, ça apportait un vrai éclairage. Alors, on rentre un petit peu plus dans le détail. Vous avez présenté les fiches tout à l'heure. Donc, on a 4 MMR. Donc, ce sont les mémos métiers restauration. Je crois que c'est important pour le FCSI France de souligner cette appellation, donc qui chacune représente les thèmes d'une étape d'un projet. Donc pour les citer, le MMR 1 est consacré aux missions d'AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage. Le MMR 2 concerne les missions de programmation. Le MMR 3, les missions de maîtrise d'œuvre. Et enfin, le MMR 4, les missions de formation. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Sylvaine, un peu comment sont structurées ces fiches? Parce que je crois qu'il y a une base assez similaire. Et puis, il y a cet esprit pratique qui était important pour la communication. Et peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail de MMR 4 sur la formation, celui dont vous êtes occupé. Dans un premier temps, une introduction générale sur chaque fiche. C'est donc un recto verso. Sur chaque fiche, le premier paragraphe rappelle l'ensemble des métiers, des mémos métiers de l'ingénierie de restauration, avec les 4 étapes, celles qui sont illustrées. Donc pour savoir, pour la personne qui lit ce document, savoir à quel niveau il se trouve. Ça, c'est pour l'introduction commune à l'ensemble de ces 4 fiches. Et à la fin, il est présenté le réseau de l'association dans le monde. Et sur la dernière page aussi se situe la conclusion. Alors que sur la première sont rappelés le cadre réglementaire de l'activité lorsque celle-ci est soumise à réglementation. Ce cadre réglementaire est après explicité de 2 façons à l'intérieur, par des exemples appliqués à la restauration, par une déclinaison sur la restauration à gauche, et sur la partie droite par des exemples de réalisation. Donc là, j'ai dans la main la fiche programmation qui a été rédigée par Denis Daven de la société Alma Consulting. En ce qui me concerne, j'ai donc explicité pour les formations les différents types de formation, à savoir la formation théorique, qui est une formation qui dispense un savoir, une formation qui va aussi, d'autres types de formations qui vont être des formations de savoir-faire, donc des démonstrations techniques, mais aussi des formations qui vont être de la prise en main d'outils. Et donc j'explique tout cela, et j'explique aussi, je reprends le schéma de Edgar Dale qui dit pour un apprentissage et une meilleure acquisition, pour obtenir 90%, il faut que la personne fasse en apprenant. Et j'ai donné 3 types d'exemples selon les missions, les équipes concernées, les objectifs atteints pour chaque type de mission. Voilà pour la fiche sur la formation. Très bien. Pour conclure, oui, peut-être que Sylvaine nous explique les modes de diffusion, puisque là, on a un 4 pages papier. Il y a également un site web et une version anglaise, me semble-t-il, et le magazine Grande Cuisine dont je m'occupe, dans lequel nous avons diffusé les articles. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les modes de diffusion que vous avez choisis et ce qui est important pour vous? Il est en libre accès à toute personne qui va se connecter sur le site fcsi.org, sur la page de France et publications. Et donc, vous téléchargez le document
aussi bien en français qu'en anglais. Il est à votre disposition sur le stand 6B105, le stand de l'association Food Service Consultante, les consultants en restauration. Merci beaucoup Sylvaine. Merci. Merci. Karine, quel beau prénom d'avoir été avec moi ce matin. Enfin ce matin déjà bien entamé. Alors on va se déplacer, on va rejoindre Marcel Lezoil, dit Tonton Marcel, pour la dernière démonstration de cette Web TV, histoire de terminer en beauté et en festivité, puisqu'avec Marcel, on va faire des huîtres, évidemment, avec le champion du monde d'ouverture d'huîtres. Bon, je sais pas ce qu'il fait, il discute, tu discutes. Bonjour Karine. Bonjour Marcel. Comment ça va? Très bien, et toi? C'est dur ces 5 jours de salon. Oui, hein. mais écoute, on termine en bonne compagnie, donc on est heureux. Eh bien, je vais te le dire, simplement, le fait de manger des huîtres, ça va te redonner de l'énergie. J'en suis convaincue. Parce que dans les huîtres, il y a plein d'oligo-éléments qui vont apporter cette richesse et cette joie de vivre. Et surtout qu'en plus de ça, la plupart de l'ensemble du Sira TV, tu fais partie de la famille. Les gens te retrouvent à travers cet écran et le matin, quand je te vois, tu nous apportes cette lumière, ce rire, cet épanouissement de travailler une bonne journée. Voilà, bon bah ça c'est fait, hein. Ça m'a coûté un maximum, mais enfin c'est fait. Alors maintenant, on va passer aux huîtres. Voilà, on va passer aux huîtres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien déjà, il faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, beaucoup de restaurateurs faisaient un vinaigre échalote simplement avec de vinaigre échalote et des échalotes et ciselés et mis dans un petit ravier et on sert avec les huîtres. Il faut savoir que le vinaigre échalote, c'est très dur en acide, plus l'acide gastrique et plus l'acide folique, c'est des échauffements et c'est vrai qu'au niveau aigreur, on a tendance, ça revient. Donc le clapet de l'estomac, il souffre. Eh bien, à Lyon, lorsque j'ai fait des études un peu recherchées, j'ai retrouvé une vieille recette de Sergius Orata, qui était le médecin-chef de César. Et lorsqu'il voulait des huîtres à Rome, le gros problème, c'est qu'il fallait les transporter. Et pour les transporter, on les mettait sous des diligences, ce qu'on appelle des chasse-marées, et on mettait les huîtres. Et pour les conserver, on prenait du sel. Et on mettait 1 litre de sel, des huîtres, du sel, etc. Et ça traversait toute la Gaule et arrivé sur l'Ogdunum, où on a trouvé des fossiles d'huîtres. On s'est posé la question pourquoi? Bien, tout simplement, c'est que les bandits de grand chemin attaquaient les chasse-marées, récupéraient cette manne d'huîtres, jetaient les huîtres comme ça sur un abat et ils gardaient le sel. Parce que le sel, c'était le troc. Bien sûr. Donc, tu sais que le mot salaire, il y a le sel dans le mot salaire. Tout à fait. C'est pour ça que tu l'as demandé à William. Oui, c'est vrai. Dis donc, tu suis tous les télématins. Toi, alors, de ce fait, Sergius Orata s'est dit, puisque c'est comme ça, on n'a pas d'huîtres à Rome, parce qu'il y a un problème pour manger de digestion. Il a fait monter des ruches de Rome dans la baie. Et ces ruches, ils ont fait du miel. Et on faisait du miel, des huîtres, du miel, des huîtres. Et on traversait la France, en toute la Gaule. Et à ce moment-là, les huîtres arrivaient à Rome. Et pourquoi les Romains mangeaient des huîtres? C'est tout simplement le fait de prendre une huître, ça va vous permettre de digérer. Et lorsque vous faites des bons repas entre les fêtes de Noël, mangez des huîtres parce que ça va vous alléger, ça va nettoyer les reins et le foie. Donc à ce moment-là, les Romains mangeaient des huîtres entre les repas. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que l'huître était aphrodisiaque. Car les chefs, les gouverneurs, eh bien, ils se rendaient compte que ça avait beaucoup de vertus. Mais il paraît que c'est la coquille. Quand elle est pilonnée, il paraît que c'est cette petite poudre. Il faudrait en parler aux poules. Aux poules? Oui. Ah, c'est elles qui mangeaient... Oui, parce qu'on leur donne justement pour le calcaire, mais les poules, elles ont des petits problèmes après à la pompe, puisque l'œuf durcit au contact de l'air. Donc ça, il faut faire très attention. Donc on était dans le domaine culinaire, et donc les Romains mangeaient ces huîtres-là pour toutes ces vertus. Bon, d'accord. Pour garder les vertus de l'huître, par contre, mesdames et messieurs, n'oubliez pas ne pas boire d'alcool avec, parce que ça retire les vertus. Pas de petit blanc, rien du tout. Il faut savoir que dans ces huîtres, des huîtres qui sont appelées diploïdes, une huître naturelle, en période du mois de mai, juin, juillet, août, c'est la période de reproduction. Il y a une petite laitance. Oui. Eh bien, cette petite laitance, un certain laboratoire aux États-Unis s'en sert pour faire un médicament. Du Viagra? Oui. C'est vrai? Eh oui. Et pour conserver le Viagra, ils rajoutent des fibres synthétiques dedans. Ah bon? Qui vous font le mal à la tête. Alors, mangez 12 huîtres tranquille, sans prendre de vertu, et au lieu d'avoir la barre au front, le reste suit.
vous l'aurez ailleurs. Bien. Voilà. Alors, eh ben on se les ouvre peut-être ces huîtres quand même. Voilà. Alors, la plupart des gens, quand ils ouvrent une huître, ils ont tendance à l'ouvrir Mais ils font n'importe quoi. par derrière. Et regardez ce que ça fait. Ça casse. Oh là là. Et là, on se plante le couteau dans la main. Tu me Alors, fais peur. il y a une technique qui est très simple. Oui. Prenez votre main gauche ou la main droite. Alors, regardez bien, mon huître, elle est là. Oui. Maintenant, pour les gauchers, je tourne mon huître dans ce sens-là. Et j'ai toujours mon doigt qui va me donner le signe où se trouve le muscle adducteur. Je positionne et là, maintenant, je n'enfonce pas mon couteau. Regardez bien mon huître, regardez bien ma main gauche. Voilà, maintenant, je fais une rotation avec ma lame. Là, je me sers de mon couteau. Je mets mon pouce entre les deux bivales. Je vais chercher mon voile et mon huître est ouverte. Parfait, Marcel. Alors là, tu nous l'as fait vitesse, comment dire, Concours. tranquille, quoi. Vitesse Voilà. de croisière. Alors, vitesse concours, on va regarder avec la caméra tout de suite. Vitesse concours, c'est ça. Ah ouais. Voilà la différence. Oh là là. Ça Alors- s'applaudit, ça, messieurs, dames. Hein. Ah ben oui. Alors maintenant, vous avez ce qu'on appelle l'huître plate, l'huître de Belon. Ah oui, ça, c'est pas facile. Belon en Bretagne, huître plate lorsqu'elle quitte les zones de Bretagne. Oui. Donc maintenant, la plate, vous la mettez par derrière. Et regardez bien le mouvement de ma main et de mon couteau. Regardez bien. Et Oui. maintenant, regardez, sans forcer, je vais couper mon voile. Et mon huître est ouverte. Très bien. Et sans forcer. Bravo, mon Marcel. En fin de compte, c'est pas le couteau qui va chercher, c'est cette main qui tient l'huître qui va travailler. Tout à fait, c'est la main gauche qui travaille. Maintenant, on va parler pour déguster une huître. Pour déguster une Bon, huître, ça, je sais faire. c'est très simple. La plupart des gens, vous prenez le couteau et vous faites ceci. Ah bah oui. Et vous écrasez le muscle adducteur. Hmm. Alors, il faut, pour ne pas l'esquinter, Ouais. vous glissez la lame en dessous et là, vous allez chercher le muscle adducteur et retournez votre huître. Waouh. C'est plus joli en plus de ce côté-là. Voilà, tout à fait. Franchement. Et regardez bien maintenant ce que je vous ai fait. Je vous ai fait un citron bec verseur. Non mais ce Marcel. Oh là là. Joli. Alors, pour vous faire un citron bec verseur, Ah ouais, c'est très montre-nous. simple. Vous prenez le citron, Oui. légèrement vous coupez les extrémités et regardez bien la position du couteau. Hmm. Une fois, là mon citron, je le retourne Oui. 2 fois. Et là, je vais aller chercher sans casser et sans couper. Ah ouais, en plus t'en fais 2, évidemment. Et voilà. Oh et là là, c'est génial. vous avez votre bec verseur. C'est génial. Tu as breveté ça ou pas? Ah, pas encore, je pense pas. Non, parce qu'on va tous te Mais le piquer fait, l'idée. le fait de travailler en cuisine avec des meilleurs rouillers de France Bah et des oui. macarons Michelin, j'ai appris par l'intermédiaire du meilleur rouillé de France en fruits et légumes, où nous avons travaillé, nous avons étudié. Comme tout à l'heure, nous avons vu avec le technicien Ah ouais. vraiment de Raphaël Saclay. Aumont. C'est merveilleux. Alors maintenant, Karine, si je peux me permettre de dire Karine et de te tutoyer en direct, j'aimerais te montrer quelque chose parce que la facilité pour ouvrir des huîtres, parce qu'on a parlé de tout ça, mais on n'a pas parlé de l'ouverture de différentes manières. Alors, il faut savoir que lorsque vous ouvrez une huître, il ne faut pas avoir peur du couteau. Je vous l'ai bien dit, ce n'est pas le couteau qui va sur l'huître, c'est l'huître qui va sur le couteau. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Dans le dos, s'il vous plaît. Bientôt, ce sera à cloche-pied. Bravo, on n'a rien vu. Comment tu fais ça, mon Marcel? Bien, c'est tout simplement, il faut savoir qu'à Lyon, j'ai eu l'occasion de rencontrer un directeur d'un centre d'aveugles et j'ai formé 6 écaillers aveugles. Et donc, pour les former, je suis arrivé avec mes lunettes normalement. Mais j'ai dit non, je vais me mettre dans leur position. Donc, on m'a retiré mes lunettes, on m'a demandé de trouver un bandeau et on m'a bandé les yeux pour Ouais. que je me mette en position d'aveugle. Madame, pouvez-vous me prêter votre foulard, s'il vous plaît? Vite, 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 vite. Et venez me bander les yeux. Dites donc. Eh ben, dis donc. On vous l'avait dit, hein, c'est le dernier plateau. Il sera exceptionnel, Non, comme ça, il c'est ne bon. sera pas. Alors regardez bien, pas trop, voilà. Pas trop fort. Regardez oui. bien mon pouce, regardez bien mon majeur et regardez mon couteau. Je prends qu'un millimètre de lame, je positionne ici et je me mets en aveugle. Et le fait de me mettre en aveugle, je vais très vite. C'est bon pour le foulard. Bravo, Marcel. Merci, Marianne. Oui, hein? Alors maintenant, Karine, Oui. vous me dites, ouais Marcel, vous ouvrez les huîtres avec des couteaux, avec un tout.
un couteau professionnel. Oui, c'est un couteau professionnel. On peut l'ouvrir également avec un simple couteau. Et dis donc, toi, tu prends pas les couteaux, tu sais, avec la garde là qu'on a Non, tous, ça sert à rien puisque je ne force pas avec ma main droite. Suis-je bête? Donc alors maintenant, Karine, Oui, Marcel? il me semblerait que nous avons la même banque. Ah oui, ça sent la carte bleue, ça. Ça, oui, c'est une carte bleue. Alors Karine, je vais te demander ta carte bleue et regardez bien le tour du petit de magie que je vais faire. Je vais tout simplement retirer la frisure de l'huître, c'est-à-dire la pousse de l'huître. Je vais prendre la carte bleue, je ne mets pas mes doigts sur la puce ou sur la bande magnétique. Je vais tout simplement essayer de rentrer la carte dans l'huître. Mais Karine, tu vas me dire, c'est vrai que c'est très dur. Bah oui, c'est dur. C'est très dur. Mais Karine, je ne peux pas ouvrir l'huître. Pourquoi? Eh bien voilà, je te pose la question. Bah pourquoi? Parce que j'ai pas le code. Oh, évidemment. Alors regardez bien maintenant, je bouge les deux en même temps. Je bouge les deux en même temps pour ne pas casser la carte. Ah oui, et s'il là, te plaît. regardez, je vais chercher le muscle. Et voilà. Oh là j'ai là. laissé un peu de voile. Voilà. Maintenant, on va prendre le citron bec verseur. C'est génial ce coup du citron. Hein. Voilà. Hein, c'est top. Si vous voulez goûter, mesdames, messieurs. Tenez, on fait passer. Voilà. Maintenant, on va passer sur le côté vinaigre échalote. Très bien. Puisque avec la sauce. Donc là, regardez bien. Voilà mes doses. J'ai pris des petits verres. Et je mets 2 verres de vinaigre à l'échalote. Ok. Je prends un verre de vin rouge, mais du très bon vin, que j'ai récupéré sur le stand de Paul Bocuse. Je ne dirai pas Paul, hein, un autre maître. Un vin blanc sec, cépage gamay. Et le cépage en rouge, si possible, du gamay. Du gamay et du chardonnay. Voilà, excusez-moi. Et un verre d'eau. Bien. Je ne triche pas. Maintenant, je prends du miel. Donc, la recette des Romains. Oh, tu mets tout ça? Un pot? Alors, tu vas pas mettre pour le 5 deuxième. litres, pour 5 litres de vinaigre de vin, on met 500 grammes de miel. Ah ouais. Et là, maintenant, cette recette-là, pour l'améliorer, puisque j'ai été dans certains étoilés, dont Marc Vera et Édouard Loubet, Édouard Loubet m'a fait rajouter du romarin. Parfait. Et là, maintenant, je monte à ébullition. Je crois que c'est celui-là, non? Je monte à ébullition Ouais. et je vais laisser réduire D'accord. un tiers. Oui. Une fois que c'est réduit d'un tiers, je vais retirer le romarin, Oui. je vais le mixer. Oui. Une fois que c'est mixé, je le remets au feu et je fais réduire encore d'un tiers. Ok. Mais le fait de réduire une deuxième cuisson, mon échalote va devenir confit. Et donc vous allez avoir un aigre doux sur votre huître qui ne va pas retirer les essences de l'huître. Ça doit être bon. Maintenant, lorsque vous allez manger une huître, la plupart des gens, lorsque vous mangez, Oui. une fois, 2 fois, 3 fois, on avale. Dites-vous bien que votre corps, on vous a fait faire de la salive. Plus vous allez enrouler les aliments dans votre palais avec votre salive, plus vous allez avoir une meilleure digestion. Et vous allez aider votre estomac. Donc de ce fait, vous mettez donc l'huître en bouche, vous buvez la première eau, et la deuxième essence qui va apparaître, ça va être donc le terroir. Et là, vous allez faire fondre toute la partie cristalline de l'huître. La partie cristalline de l'huître, c'est cette partie-là. Oui. Donc vous allez la faire fondre en bouche. Et la troisième essence va apparaître quand vous allez croquer la noix. 3 essences, salinité, terroir, noisette. Voilà comment on déguste une huître. Étant donné qu'une huître, c'est comme un cépage. Selon la zone où elle est, photosynthèse, fonction chlorophylienne, le sol, l'air, et tout rentre en jeu. Marcel, un petit mot sur cette première eau, justement. On dit que quand on ouvre, il faut la vider. C'est vrai ou c'est pas Alors, vrai? je vais te montrer, Karine, c'est très vrai. C'est vrai que la première eau, je vais essayer de ne pas vous la vider. Et dites donc, moi, je me ferais bien une ouverture du plateau à vitesse concours, là. Pas Oui. vous? Regardez, Hein? Karine. Regarde, Karine. Elle est belle, hein? Regardez toutes les impuretés qui oui. sont dedans. Ah bah oui. Donc là, regardez, par magie, je retire la première Ouais, eau. ouais, ouais. Là, je la retire. Elle va se Je vais- refaire. Voilà. Et le fait de couper le pied, Voilà. regardez bien, maintenant, elle le fait 7 fois son eau. Et là, maintenant, cette eau-là, vous pouvez la donner à un enfant ou à une femme enceinte. D'accord. Une femme enceinte, c'est bon pour le lait. Très bien. Mais on n'a pas le droit de manger ça quand on est enceinte. Si, c'est autorisé. Par tonton Marcel. Ouais, oui. Merci, Karine. Si
c'est Marcel qui le dit, ça marche. Bon, alors on se la fait cette ouverture de plateau, là, oui ou non? Oui, on va essayer de... Bon, allez, on va encourager Marcel. Allez Marcel, allez Marcel, allez Marcel. Et c'est parti. Alors Marcel, juste le temps, ne les ouvre pas trop vite quand même parce que j'ai quelques remerciements à faire. Tu sais que ce sont les derniers moments de notre Web TV. Donc je voudrais évidemment dire un grand merci à toute l'équipe de notre Web TV. Merci évidemment à Michel Tanguy qui a été là présent tous les jours. Merci également à Eric Limoncini. Venez me rejoindre, Tiffany Conroy, c'était votre première collaboration pour cette Web TV. Et écoutez, j'étais très fière d'être avec vous, ça s'est super bien passé. Merci beaucoup, merci à tous les invités également qui ont pris sur leur temps et qui ont pris de leur énergie pour venir échanger ici sur notre Web TV. Merci à Marianne, Adeline, Isabelle pour la qualité de votre travail. Vous pouvez venir les filles, merci beaucoup. Merci à Alice Blondel de mener toujours avec autant d'enthousiasme ce projet de Web TV. Merci à Jérémy d'avoir pris au vol le rôle de chef de plateau, voilà, et qui a couru pendant ces 5 jours. Merci à toute l'équipe technique, Christine, Lionel et à tous les autres au synthé, au son, au cadre, voilà, j'espère. Ah bah, le réalisateur est là, c'est mauvais signe. Christine, la script est là, mais qui va envoyer le générique de fin? Je suis très inquiète. Personne. On reste là, on va manger. Eh ben c'est parfait. On reste là. Nous Et avons. merci beaucoup. Et je vais vous demander quand même d'applaudir extrêmement fort Karine Tessandier. Oh, t'es mignon. Merci. En tout cas, on a construit ensemble une vingtaine d'heures de